messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité de Sabé Productions. Notre invité d'aujourd'hui est le général Ludovic Ngaïfé. Général, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Général, les élections approchent aujourd'hui à grands pas. Comment voyez-vous le climat politique en République centrafricaine? Je vous remercie. Je pense en toute sincérité qu'il faut essayer de relativiser un peu. Parce que les situations, il faut les voir d'une manière globale dans le monde. Il n'y a pas que la situation en République centrafricaine. Les élections, on en parle en Côte d'Ivoire, on en parle en Guinée, on en parlait au Mali. Voilà, donc je pense qu'il faut relativiser un peu. En ce qui concerne notre pays, nous ne sommes pas dans un cas d'exception. Certes, nous sommes dans une situation de crise qu'il faut en même temps gérer, mais nous étions déjà dans cette situation il y a 5 ans. En principe, selon moi, aujourd'hui, on devrait parler de situation d'élection avec la crise, mais à la moindre mesure. C'est-à-dire? À la moindre mesure, c'est-à-dire que nous sommes passés de la situation de crise avec une transition, il y a de cela 4 ans, et nous avons eu un régime démocratique. Et si aujourd'hui on se retrouve encore dans la même situation d'il y a 4 ans, c'est-à-dire que c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est normal que les gens puissent s'inquiéter. Avons-nous fait quelque chose pendant ces 4 années et demie, ou bien avons-nous posé des actes pour réduire un peu ces risques, où tout le monde dit ah, ça va éclater? C'est la question qu'on doit se poser. Personnellement, s'il faudrait que je réponde à cela, oui, nous traversons une période assez tumultueuse et une période d'inquiétude. D'accord. En parlant de période d'inquiétude et de crise, pensez-vous aujourd'hui que l'organisation d'un Conseil supérieur de défense nationale permettrait à l'armée centrafricaine de trouver une solution assez durable à cette crise? Le Conseil supérieur de la défense, en fait, c'est une structure qui est là, qui en principe devait aider le politique, parce que le politique même fait partie du Conseil supérieur de la défense. Voilà, pour prévenir et pour garantir un certain nombre de menaces, quelles sont les postures à adopter. Voilà, malheureusement, existant, bien entendu, ce Conseil supérieur de la défense n'est que figuratif. Alors, maintenant, est-ce qu'il faudrait que ce soit un Conseil supérieur de la défense? J'ai compris dans votre entendement qui se supplante aux politiques comme au Mali, comme dans certains pays où, en face d'une situation de crise, l'armée prend ses responsabilités. Mais je crois que nous ne sommes pas dans ce cadre, dans ce contexte, bien entendu. Mais le Conseil supérieur de la défense existe. Et dans son fonctionnement, on peut faire recours à des personnalités qui répondent aux normes ou alors à des valeurs militaires comme civiles qui peuvent très bien apporter leur concours pour que ce conseil-là apporte ce qu'il faut nécessairement pour le politique, la mise en œuvre de la sécurité ou bien le plan de sécurité de la nation. D'accord. On parle aujourd'hui d'une montée en puissance de l'armée centrafricaine, mais force est de constater que toutes les actions de cette armée se passent sous contrôle de la MINUSCA. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui notre armée d'être autonome? Je dirais non. Les actions de l'armée ne passent pas sous le contrôle de la MINUSCA, mais c'est l'orientation politique qu'on donne à l'armée. Vous savez, dans le travail des militaires, il y a ce qu'on appelle l'option politique et l'option militaire. Maintenant, le militaire, c'est quelqu'un qui se met aux ordres du politique. Il ne fait pas ce qui lui vient dans la tête, bien qu'il a les connaissances et autres, mais il ne fait pas ce qui lui vient dans la tête. Il agit suivant l'option politique. Et vous comprenez très bien avec moi que l'option politique du chef de l'État, c'est de ne pas faire la guerre. Mais quand vous dites que vous ne faites pas la guerre, ça ne sert à rien de demander encore rien d'autre au militaire. Le militaire, il est formé pour faire la guerre, mais quand vous avez un chef qui vous dit non, 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 moi je ne fais pas la guerre, bon, ne demandez pas plus aux militaires.
Voilà. Maintenant, quand vous me dites que est-ce que l'armée est apte pour faire la guerre, je vais me rappeler un tout petit peu de certaines interventions, en l'occurrence d'un général qui commandait le UTM, un général français. Il dit que nous avons une armée qui est à double vitesse. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Moi, je le comprends très bien. L'armée, en fait, a une mission de défense nationale. Et ce que moi, personnellement, en tant qu'officier général à la retraite, je regrette, notre armée est devenue une armée de caution politique, est devenue une armée qu'on oriente pour défendre des personnes. Et ça, je le dis à juste raison. Les moyens militaires qui sont destinés pour défendre la nation sont orientés pour d'autres destinations, juste pour la protection des personnalités. Ce n'est pas le rôle d'une armée. Autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir une armée. Et ça, je le dis, je le clame très haut. Ça, c'est vraiment faire du tort à la nation que d'orienter l'armée dans le sens de la protection uniquement des personnalités. Et ça, vraiment, c'est regrettable pour notre nation. L'armée est là, c'est bien beau de clamer haut que l'armée est là, républicaine et autres. L'armée républicaine doit défendre la patrie. Et non sécuriser à tout bout de champ tout ce qui est politique, tout ce qui est homme d'affaires, tout ce qui est ceci. Voilà le rôle de notre armée actuellement. Personne ne peut me démentir. Qui veut la paix prépare la guerre. Nous n'avons jamais fait la guerre. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la faire? Peut-être parce qu'on n'a pas tous les moyens, peut-être techniques, les moyens financiers, les moyens matériels, je ne sais pas. Peut-être qu'il manque quelque chose. Je pense que pendant la guerre de Congo-Wara, il n'y avait pas les moyens financiers ou bien les moyens techniques ou bien quoi. En tout cas. Voilà. Ça c'est un exemple que je vous donne. Hein. La guerre de Congo-Wara a été rudimentaire. Ben, ça a permis de sauver nos ancêtres, ça a permis de sauver nos parents pour que nous existons aujourd'hui. Alors, quand on ne veut pas faire la guerre, ça ne sert à rien de prendre un engagement de dire « je défends » ou bien alors « je deviens dirigeant d'une nation qui est en insécurité ». C'est simple. Voilà, qui veut la paix, prépare la guerre. Le chef de l'État a dit, lui, il n'est pas venu pour faire la guerre, mais les 3 heures sont en train de nous imposer la guerre. Quel que soit ce qu'on appelle, mais les 3 heures sont en train de nous imposer la guerre. En parlant justement des 3 heures, après l'attaque conjointe de la MINUSCA et des forces armées centrafricaines, les éléments des 3 heures ont changé leur méthode de combat. Pensez-vous que nos forces armées sont assez outillées pour faire face à ces genres de situations? Assez outillées, je dis non. Nous n'avons pas à nous mélanger avec la MINUSCA pour attaquer qui que ce soit. Nous sommes sur notre sol. La MINUSCA, moi j'étais chef d'état-major, c'était une période transitoire. Il fallait les appuyer un peu dans des zones où ils ne connaissent pas. En principe, ça devait prendre 6 mois. Après ça, nous nous retirons de la MINUSCA, nous prenons notre engagement national pour faire face et faire front aux dangers que le peuple est en train de vivre. Donc, on a, en principe, à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir avec la MINUSCA. C'est nous qui devons défendre notre patrie. D'accord. Avant d'aller à la retraite, vous avez mis en place une unité des forces spéciales qui, selon vous, pourrait faire face à la situation que traverse la RCA. Aujourd'hui, les faits prouvent carrément le contraire. Comment vous expliquez cela? C'est vous qui le dites, si ça prouve le contraire, c'est-à-dire que nous avons un plan établi sur papier. Et je pense quand même que nous sommes des gens réfléchis dans ce pays. Ce que j'ai mis en place, c'est sous les instructions et sous l'impulsion du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, qui est toujours là en fonction. Mais vous savez, on a beaucoup de plans ici dans ce pays qu'on n'applique pas. Tout simplement, on n'a pas appliqué. Moi, en mon temps, j'avais formé 150 éléments de force spéciale. 150, c'est rien du tout. Dans la planification, en principe, on devait former jusqu'à 600. Vous savez, et ici, on a tendance à penser que quelqu'un, un centrafricain qui pose un acte, c'est pour son compte. Je suis un soldat formé depuis l'école des enfants troupes à l'âge de 6 ans et je me suis trouvé quand même froissé lorsque c'est une dame civile qui vient après 38 ans de carrière d'officier général, d'officier d'abord dans l'armée, qu'on puisse me dire ce que vous voulez, la voie que vous voulez prendre là,
ça sera contre le pouvoir. Et voilà, on a arrêté ce plan de formation de moins de 600 militaires, forces spéciales qui devaient défendre la nation, parce qu'on a fait croire au chef de l'État que Ngaïf est un tendancieux, c'est pour renverser votre régime qu'il est en train de former les forces spéciales. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et voilà pourquoi on continue à souffrir. Cette dame prend sur elle le fait d'accuser un officier général qui a servi sans problème son pays, et on a arrêté la formation de forces spéciales. On leur a donné même pas un couteau pour défendre la nation avec. S'acheter que des véhicules de luxe, et voilà, la République fonctionne comme ça. Je suis désolé, vraiment désolé pour ça. D'accord. Est-ce que c'est par rapport à cela que vous vous retrouvez aujourd'hui à la retraite, ou bien vous allez à la retraite parce que c'est le moment d'y aller pour vous? Exactement, c'est par rapport à cela. J'ai un devoir de morale, j'ai un devoir vis-à-vis du peuple qui m'a tout donné dans ma vie. Et lorsqu'on désoriente ma mission pour des intérêts personnels, je ne me vois plus en ordre de continuer cette mission-là. C'est exactement pour cela. Je ne peux pas me mettre aux ordres ou sous le joug du politique qui ne joue que l'intérêt personnel au lieu de jouer l'intérêt national. Je ne peux pas. Ça, vraiment, c'est aller contre mes propres convictions de soldat et d'officier général. Vous savez, j'ai 57 ans d'ici le 21 octobre. J'ai passé pratiquement 40 ans dans le milieu militaire. C'est-à-dire que j'étais à l'école des enfants troupes au temps du président Bokassa, le défunt Bokassa, à l'âge de 6 ans. 40 ans d'une vie dans un milieu, c'est largement suffisant. Et vous avez raison, c'est par rapport à cette frustration que je suis parti de l'armée. D'accord. Général, que pensez-vous de la création des USMS? Les USMS, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au passage, nous avons des textes qui régissent notre armée. À aucun moment, on a donné la mission à nos forces d'aller sécuriser les couloirs de transhumance. Nous avons une autre force paramilitaire qui est là, qu'on appelle les eaux et forêts. Sécuriser les couloirs de transhumance, ça n'existe nulle part dans les textes ou alors ce qu'on appelle dans notre jargon militaire, ni la loi de programmation militaire, ni dans nos textes de base, ça figure nulle part. Et je pense que pour un État, ce n'est pas parce que c'est la communauté internationale qui nous a proposé les USMS, mélanger les bandits ou bien les rebelles avec des militaires, qu'on doit accepter. Parce qu'il y a des frétins de dollars ou bien d'euros qu'on va nous donner, c'est ridicule. C'est ridicule. Et nulle part ailleurs, ça existe dans nos textes. La preuve, le premier jet des USMS à boire, ça a échoué. C'est eux qui sont repartis naturellement. L'Union européenne a formé des bandits pour revenir maintenant tuer le Centrafricain. En fait, c'est ça la traduction. Hein. On les a formés au bout de 7 mois. Ils ont acquis des notions de terrain, d'armes, de ceci. Maintenant, c'est eux qui font le dur contre les forces de l'ONU et contre les forces nationales. Vous savez, je suis un pratiquant, religieux pratiquant. Nous sommes sur terre juste pour un bout de temps. L'égoïsme de nos hommes politiques, je parle du pouvoir et de l'opposition, eux tous, en ce moment, c'est le calcul d'avoir une petite parcelle dans la gestion de la chose publique. Ceux qui sont là veulent le garder et ceux qui sont en dehors veulent y entrer. Je crois que ça ne favorise rien du tout. Et c'est notre égoïsme qui amène ça. Il faudrait qu'on cesse avec ça. Et je pense, comme on dit, l'humilité vaut l'or, tout l'or de ce monde. Il faudrait que nos hommes politiques soient humbles. Remettons-nous sur terre. Et la notion de pouvoir, ceux qui sont là au pouvoir, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont au-dessus des autres. C'est le pouvoir du peuple. Il faudrait qu'ils rendent ce pouvoir-là au peuple, ce n'est pas leur pouvoir à eux. Voilà tout simplement ce que je peux dire. D'accord. Général Ngaïfé, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Alors que ceux qui sont au pouvoir ne pensent pas qu'ils sont au-dessus du peuple parce que ce pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Mesdames et messieurs, c'était là l'invité de Sabé Production. Alors, on est à la fin, on vous dit au revoir et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de cette émission. Au revoir.